Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler des commissions de recours à l'amiable, donc les CRA. Les commissions de recours à l'amiable, elles sont composées de membres syndiqués et elles doivent être paritaires. Donc, on va commencer un petit peu au début. Quels sont ces membres-là? Ce sont des personnes, des syndiqués, qui sont élus, donc qui doivent avoir un mandat. Ça commence par comment dirais-je, une convocation à bulletin. Vous devez tous, en principe, recevoir un bulletin pour élire vos soi-disant représentants du monde commercial et artisan, en principe. Et c'est les syndicats qui par une réunion générale, à bulletin secret, élisent une personne qui sont censées nous représenter. Ces personnes-là, donc, ce sont des syndicats qui adhèrent à un syndicat par le biais d'une cotisation. Et lorsqu'il y a donc une élection, ils sont censés se représenter. Et lorsqu'il y a une élection, et bien évidemment, il y a un procès verbal de l'Assemblée générale avec les personnes qui se sont présentées. Et donc, à partir de là, on nomme une personne qui est mandatée. Elles sont très conventionnées par le code de l'élection professionnelle. Donc tous ces textes-là, ils sont sur ce code-là. Une fois que les personnes mandatées de différents syndicats, eh ben, elles se présentent devant la commission de recours à l'amiable. Et la commission de recours à l'amiable pour la caisse RSI, c'est aussi valable pour toutes les caisses, on retrouve ces personnes-là. On reproduit encore la même chose. Donc il y a une assemblée générale de l'ancien président de la commission de recours à l'amiable pour élire le président et ses administrés. Dans ces administrés, il y a aussi le même nombre de ses représentants. Cela veut dire que la commission de recours à l'amiable doit être paritaire. Si elle n'est pas paritaire, elle est illégale et leur décision est illégale. C'est à savoir. Et pareil, par exemple, il y a une personne qui reçoit un appel de cotisation de la caisse RSI ou différentes caisses. S'il ne veut pas la payer parce qu'il veut avoir le choix de sa protection sociale, car il est né pour être libre, eh bien, figurez-vous, il reçoit une mise en demeure d'une commission, enfin une mise en demeure qui est censée être émise par le directeur, et cette commission, et cette mise en demeure, c'est un acte administratif, car le directeur est un fonctionnaire qui est nommé par un décret nominatif. Il doit avoir un agrément et être nommé par décret nominatif de la caisse RSI. Il faut savoir aussi que ce directeur, il est nommé par ce même conseil d'administration, car la caisse RSI est une caisse hybride avec deux têtes. Première tête, c'est le président, donc un syndicat, qui a été élu, et ses administrés. Et le ministre envoie 3 à 4 personnes, les candidats, devant cette commission, et ils passent ces candidats qui sortent de l'école de la sécurité sociale, donc qui sont censés être agréés et avoir un agrément donc,
passe, comme dirais-je, un entretien avec cette commission, et il en ressort de ces 4 ou 5 candidats ou 3 candidats, une seule personne, par le biais d'un vote, et donc d'une assemblée générale avec un procès verbal. Et à partir de là, ils désignent leur directeur. Donc le directeur, c'est un fonctionnaire qui signe une convention entre le ministre et le ministère et lui. Donc la mise en demeure, en principe, est un acte, en principe, c'est un acte administratif. Cet acte administratif de la mise en demeure doit être signé avec le nom, le prénom, la qualification et sa signature. C'est la loi 2000 du 12 avril qui stipule qu'un acte administratif doit avoir ces 4 mentions-là. Sinon, elle n'est pas valable. Et donc, c'est au ressort du tribunal administratif d'en juger. Et pas du Code de la sécurité sociale, car j'ai été montré que c'est un fonctionnaire qui est payé par l'État, suite à une convention. D'ailleurs, on peut très bien demander la convention du directeur qui lie l'État à lui, pour savoir si le directeur a une légitimité de mettre une mise en demeure ou pas. La question aussi se pose. Et donc cette commission, on revient à cette commission, une fois qu'elle a élu le directeur, lorsque on ne paye pas nos cotisations parce qu'on a le droit de choisir sa protection sociale, se réunit. Et pour se réunir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réunir ses membres avec un courrier en accusé de réception, en disant que ce jour-là, il y aura une réunion de la commission de recours à l'amiable pour étudier tel ou tel cas. Donc, il y a un procès verbal, et elle donne, suite à ça, elle donne une décision qui doit être argumentée. De cette décision, donc de ce procès verbal, en découle une notification. Elle le notifie à la personne intéressée, à l'esclave, donc l'assuré social. Oui, l'assuré social est un esclave. Il n'a pas son mot à dire, donc il est là pour contribuer au nom de la solidarité nationale. Solidarité nationale. C'est ça. La solidarité nationale. Elle est nationale, mais pas pour tout le monde. Donc ils n'ont aucun pouvoir, donc la commission de recours à l'amiable n'a aucun pouvoir de mettre en demeure un assuré social. Car elle n'a pas de publicité foncière, elles sont nommées nulle part. Par contre, la commission de recours à l'amiable, elle est constituée par une convention et par des statuts. Ces statuts-là, vous pouvez les demander, et vous allez voir que il y a le fonctionnement de la caisse auquel vous êtes esclave de vos maîtres. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi le descriptif des commissions, qui sont du nombre de 36, 30, 28, ça dépend du membre, et à partir de là, tout en découle des commissions. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une fois que la commission a pris sa décision, elle le notifie au directeur, et le directeur nous met en demeure. Alors, on peut se poser quand même quelques questions. Une mise en demeure doit en découler un procès verbal. Car la mise en demeure, on la conteste, mais ce qu'on conteste réellement, et que personne ne sait, c'est qu'on doit contester le procès verbal de la commission. Et on est en droit de demander le procès verbal de la commission de recours à l'amiable avec
mentionner les personnes qui sont présentes et absentes et les personnes qui ont une délégation de signature. Ce qui veut dire, pour le directeur qui peut très bien déléguer sa signature à une autre personne, et le comptable, car le directeur et le comptable ont presque les mêmes pouvoirs. Et étant donné que c'est des fonctionnaires, donc il doit être enregistré au recueil des actes administratifs. Pareil pour la délégation de signature. Il y a un recueil des actes administratifs qu'on peut vérifier. Le législateur a très bien fait son boulot. Il ne reste plus qu'on nous donne l'information, chose qui est un petit peu plus difficile. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est difficile. Donc c'est un descriptif de la commission de recours à l'amiable. Et on peut, dans ces cas-là, remettre la légitimité de cette commission. Est-ce qu'elle est en soi représentative? Est-ce qu'elle nous représente? À mon sens, elle ne représente que les propres intérêts des propres intéressés, c'est-à-dire les syndicats. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a des syndicats qui nous représentent, mais je ne les ai pas encore trouvés. Alors, on peut très bien demander le courrier, l'accusé de réception qui a émis cette élection des syndicats, qui a été mandaté. Le mandat de la personne mandatée par l'élection du syndicat. On a tout à fait le droit. Car si on sait que la personne qui n'est pas représentative n'a pas de mandat, ça veut dire que la commission n'a aucune légitimité, et donc la décision n'est pas légitime. Par conséquent, si la commission n'est pas légitime, on peut se poser la question que la commission a émis un faux en écriture publique, car cette commission, elle a été transmise au directeur, et le directeur émet une mise en demeure. Comme le directeur, c'est un fonctionnaire, donc la mise en demeure, c'est une écriture publique, on est en droit de demander si cette écriture est un faux ou un vrai. Et si c'est un faux, on est en droit de porter plainte pour faux en écriture publique. Voilà ce que vous devez savoir sur les commissions de recours à l'amiable des caisses RSI ou de différentes caisses qui émanent des statuts de la caisse auxquels vos maîtres vous affilient. À bientôt pour le descriptif de la responsabilité civile et pénale du directeur de la caisse ainsi que du comptable.